mois après la capitulation de Stalingrad, c'est à nouveau la nature qui exerce ses effets sur l'évolution de la guerre à l'Est. Mais cette fois, au désavantage des Russes. En effet, le dégel, la Rasputitsa, qui transforme le champ de bataille en un bourbier, paralyse les forces soviétiques qui progressaient vers l'ouest. Pour Staline, tout le problème est de reporter l'effort d'un front à l'autre pour garder l'avantage du terrain gelé. Mais ces préjugés des capacités de mouvement de l'armée soviétique, et von Manstein en profite pour réorganiser le dispositif des armées allemandes. Pour commenter ces actualités soviétiques et anglaises, où nous aurons l'occasion de voir des crimes de guerre perpétrés par les nazis, nous sommes avec Béatrice Fleury-Villatte, qui a écrit une très belle thèse sur le problème de la culpabilité allemande et de la façon dont les Allemands ont oublié peu à peu leurs crimes depuis une cinquantaine d'années. Alors, Béatrice Fleury-Villatte, je vous demande d'abord, à la date où nous sommes, comment se pose le problème de la culpabilité des criminels de guerre? Bien, dès 1943, dès janvier 1943 à Casablanca, on commence à aborder le problème de la responsabilité allemande. Et aborder le problème de la responsabilité en 1943, c'est prendre un peu le relais de débats qui ont eu lieu dans la presse anglo-saxonne l'année précédente, et c'est donc officialiser la notion de la responsabilité. Et on peut dire que c'est déjà par ce biais-là annoncer ce qui se passera lors du procès de Nuremberg. C'est un peu les préambules du procès de Nuremberg qui se déroule en 1943. Eh bien, on va voir petit à petit des crimes de différentes natures se commettre. Les plus horribles d'abord, on en prévient tout de suite les spectateurs, les crimes allemands en Russie. Et puis, on verra aussi des bombardements que depuis on a pu qualifier aussi de criminels, ce qui nous permettra de poser ce problème général de la culpabilité. Третий раз монгольский народ посылает своих делегатов с подарками бойцам Красной Армии. Делегаты прибыли в части гвардии генерал-лейтенанта товарища Белова. Венской стрелковой дивизии. Секретарь Центрального комитета Монгольской народной партии товарищ Циденбалов, заместитель премьера товарищ Селитор и знатный скотовод товарищ Абермит вручает подарки бойцам и командирам. Деревня Новорамины освобождена нашими частями. Боясь окружения, враг поспешно оставил Новорамины, не успев сжечь дома, угнать население. Через деревню навстречу боям идут наши части. Людно на улицах деревни.
Огонь! Огонь! L'évacuation du Caucase, tout comme la bataille de Stalingrad, ont complètement désorganisé le front allemand, bien sûr, et les Russes libèrent des zones entières, mais qui sont totalement discontinues et qui sont énormes, quelquefois plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Et dans ces conditions, l'ancien front, d'une certaine façon, n'existe plus et tout se reconstitue comme ça peut. Les Allemands, dans l'ensemble, reculent, mais ils réussissent à reprendre Kharkov, à perdre Kharkov, à reprendre des quartiers de Kharkov, etc. Et c'est là qu'on commence à parler de plus en plus de ces replis élastiques grâce auxquels les Allemands vont reconstituer un front un peu en arrière de l'ancien. Части Западного фронта выбивают немецких оккупантов из новых и новых населенных пунктов. В Нью-Йорке на 5-й авеню состоялся военный парад в честь Дня военно-морского флота Соединенных Штатов. В параде участвовали части американской армии. Моряки английского военно-морского флота с кораблей, действующих в американских водах. Закончено испытание самого большого в мире автобуса. Он вмещает 117 человек. Автобус предназначен для перевозок рабочих военных заводов. Заменяя 23 легковых машины, автобус экономит значительное количество горючего и резины. В станице Усть-Лабинская уже восстановлена разрушенная немцами машинотракторная станция. Старший механик МТС товарищ Фоменко. В дни немецкой оккупации он был в партизанском отряде Кочубеи. Ремонт инвентаря полностью закончен. Пришла весна. Там, где недавно шли бои, теперь кипит трудовая жизнь. Начался сев. На земле, освобожденной от врага, колхозы Кубани получат богатый урожай. Les images que nous venons de voir sont tout particulièrement gaies, enjouées, ce qui peut paraître anachronique par rapport à l'époque. Mais on peut se dire que cette force, ce dynamisme dans les images retrace le dynamisme des soviétiques pour reconstruire comme si rien ne s'était passé. Le discours, le texte dit que là où on faisait la guerre, eh bien aujourd'hui on laboure. Eh bien cela traduit le sentiment que les soviétiques ont qu'il faut tout de suite recommencer à travailler, à agir pour oublier la guerre au plus vite. Поселок Издешково. Сразу после изгнания из поселка немцев приступил к своей работе исполком депутатов трудящихся и районный комитет партии.
руководители района, председатель исполкома товарищ Посредников, секретарь райкома партии товарищ Кременков. Еще несколько дней назад они сражались в рядах партизанского отряда за Родину. В родной поселок возвращаются партизаны. Заместитель председателя исполкома депутатов трудящихся, боевой командир издешковских партизан Никита Иванович Иванов, командир роты Михаил Петрович Петров. Славно поработали партизаны Издешковского района. Впереди немало работы. Первая забота о Красной армии. Жители Издешкова восстанавливают участок железнодорожного полотна и автострады Москва-Минск. При отступлении немцы разрушили железнодорожную линию Москва-Ржев-Великие Луки, подорвали на магистрали все стрелки и мосты. Железнодорожные части Красной армии в кратчайший срок восстановили важную магистраль. Первый поезд. В освобожденный советский Ржев пришел первый поезд из Москвы. Председатель комиссии товарищ Шверник и член комиссии Николай, митрополит Киевской и Галицкой, прибыли в город Гжатск. Специальные отряды факельщиков и минеров немецких военных частей превратили в пепел и развалины 1300 зданий города. Взорвана Предтеченская церковь. Из-под обломков извлечена небольшая часть икон и церковной утвари. В Сычевке немцы, отступая, разрушили и сожгли 770 зданий. Гитлеровцы взорвали в Сычевке 5 школ. Вот одна из них, начальная школа номер 2, на 1500 учащихся.
средняя школа. Народная библиотека. Члены комиссии посетили открытый с приходом Красной Армии новый детский дом для детей-сирот. Их родители расстреляны, а частью в числе 1500 жителей Сычевки уведены немцами в рабство. Центральная улица Вязьмы, улица Ленина, превращена в развалины. Из 5500 домов в городе уцелело не больше 50. Вырублен старинный городской сад. От городской электростанции остались лишь груды битого кирпича. Здесь находился немецкий лагерь для военнопленных номер 2. В нем от нечеловеческих истязаний и пыток погибло 3000 человек. Десяток случайно уцелевших – полуживые калеки. Около 5000 зданий города немцы превратили в развалины. Взорван новый театр, бывший гордостью города. Взорваны 14 из 15 ржевских церквей. В эту церковь немцы, отступая, согнали жителей и собирались тоже взорвать ее. Остававшиеся в Ржев части Красной Армии помешали осуществить это преступление. Je crois qu'il faut dire aux spectateurs que les scènes de barbarie qu'on va voir sont dures, très dures. В доме номер 47 Палова по улице Воровского обнаружены убитые фашистами 3 женщины и 3 маленьких детей. В соседнем доме обнаружена замученная немецкими солдатами семья Садова. Сын Валентин, 15 лет, убит выстрелом в глаз. Дочь Рая, 12 лет, заколота штыком. Дочь Катя, 5 месяцев, застрелена в висок. Дочь Зина, 18 лет, изнасилована и задушена. Немецко-фашистские мерзавцы понесут суровую ответственность и заслуженную кару за все их неслыханные преступления и злодеяния. На командном пункте Энской части предстоит нанести удар по вражескому узлу сопротивления. Бронетанковая группа готовится к обходному маневру. Десантники и танкисты сошлись покурить перед боем. И когда заговорила артиллерия, танки устремились во фланг противнику. Под прикрытием танков пошла в атаку пехота.
на подступах к железностанции Н. Стремительным ударом станция взята. Танковый десант прорвался в тыл вражеского гарнизона. В этом бою враг потерял много орудий, боеприпасов, солдат. В кармане убитого немца найдена фотография. Еще один документ злодеяний гитлеровцев. 31 марта Красная Армия завершила зимнюю кампанию против немецко-фашистских войск. На дорогах весенняя ростепель. В тыл отправляются новые партии пленных. Это уже весенние фрицы. В предстоящих боях наши войска будут наносить новые удары по врагу. Béatrice Fleury-Villatte, vous avez étudié les problèmes de la culpabilité pendant la guerre, et surtout chez les Allemands. Après les scènes d'horreur qu'on a vues, ces crimes perpétrés par la Wehrmacht et les nazis, quelle image les Russes ont-ils de ces crimes allemands? Comment voient-ils les Allemands? C'est ma première question. Pendant la période de la guerre, il y a une image spécifique donnée de l'allemand en Union soviétique, qui est l'image d'un envahisseur. Donc pour aider les soviétiques à se battre contre l'envahisseur allemand, on montre de lui une image qui est celle d'un criminel, d'un meurtrier, quelqu'un qui tue les femmes, les enfants, qui viole les femmes. Et les images que l'on voit dans ces documents, eh bien, ce sont des images que l'on peut retrouver dans un film qui a été réalisé la même année, en 1943. Il s'agit d'un film de Donskoy qui s'appelle L'Arc-en-Ciel, et dans lequel on voit des images d'un enfant qui vient d'être tué devant les yeux de sa mère, ou l'image d'une jeune fille violée. Et cette coïncidence, cette correspondance montre que le crime est important pour galvaniser les combattants, d'autant plus que ce film L'Arc-en-Ciel était montré aux combattants avant qu'ils ne partent sur le front, de façon à leur susciter l'envie de se battre. En revanche, après la guerre, cette image de l'envahisseur allemand va s'estomper au fur et à mesure des relations qui se nouent avec la jeune République démocratique allemande. Et ce n'est non plus l'image de l'envahisseur qui est valorisée que l'image d'un Allemand qui n'a pas nécessairement voulu la guerre. Donc à partir de là, on va faire une distinction entre le nazi et le peuple allemand. Les deux ne seront plus assimilés comme ils étaient pendant la période de la guerre. Et on retrouve ce qui se passait au tout début, lorsqu'on ne disait jamais les Allemands, mais les forces nazies. Exactement. Donc d'abord les forces nazies, puis les Allemands, puis à nouveau la distinction entre le peuple et ses dirigeants. Et alors, deuxième question, comment les Allemands ont-ils effacé le souvenir de leurs crimes? Alors, la particularité de cette culpabilité allemande est d'avoir évolué selon certaines phases successives, dont le point commun, alors je serai peut-être un peu schématique, mais dont le point commun serait l'atténuation du contenu. On cherche à tout prix à atténuer le contenu parce que l'immensité des crimes est tellement énorme qu'il faut en diminuer l'intensité. Le premier ouvrage qu'on trouve en Allemagne abordant ce thème de la responsabilité allemande, c'est l'ouvrage de Karl Jasper, qui a été écrit en 1948 et qui déjà fait une distinction entre ce qu'est la responsabilité collective, politique, et ce qu'est la responsabilité collective et morale. Et ce que dit Karl Jasper, c'est si l'on peut dire qu'effectivement les Allemands sont coupables, sont responsables sur un plan politique, ils ne le sont en aucun cas sur un plan moral. Donc déjà en 1948, on fait la distinction entre la responsabilité morale et la responsabilité collective politique. Cette idée peut, à mon avis, trouve sa source dans le fait que ce sont des occupants, donc des étrangers, qui ont statué sur la responsabilité allemande lors du procès de Nuremberg, favorisant le sentiment partagé par les Allemands qu'ils étaient exclus de ce débat et que donc le débat concernant la culpabilité ne les concernait pas. Par la suite, pendant toute la période des années 50, pendant la guerre froide, eh bien, l'urgence sera ailleurs, c'est-à-dire se battre contre le danger qui vient de l'Est, le faire avec les nouveaux alliés que sont devenus les anglo-saxons,
Et de ce fait-là, l'ennemi n'est plus à l'intérieur de soi, il n'est plus le nazi que l'on cache, sur lequel on met une chape de plomb, mais il est le nazi, enfin le soviétique aux abords de la frontière. Et le soviétique qui a fait refluer des milliers de réfugiés aussi. Donc on déplace. On déplace la culpabilité, la notion de faute. Et puis après, on l'a dissous pendant une période plus récente, Oui. en disant qu'après tout, les crimes commis par les nazis, d'autres en ont commis de similaires. Oui, exactement. Le problème par rapport à cette notion de culpabilité en Allemagne, c'est un problème qui est lié à la non-reconnaissance de la spécificité de ce que représente la période hitlérienne. Donc cette non-reconnaissance de la spécificité est passée par des chemins détournés. Dans les années 50, on préfère accuser le soviétique plutôt que de revenir sur son propre passé. Et dans les années 70-80, eh bien, c'est l'anti-américanisme qui va provoquer, qui va susciter la même démarche, en permettant aux Allemands de revenir sur leur passé, mais par le chemin détourné de la culpabilité d'autres pays. Oui, par exemple, les Américains qui ont tué les Indiens, ou même les Français qui ont pratiqué le génocide en Algérie, ce qui peut être un peu excessif, mais enfin c'est un peu comme ça qu'ils essayent de dissoudre ou de banaliser, dirons-nous, la spécificité des crimes du nazisme, notamment les camps de la mort. Mais le souvenir était tellement lourd, tellement gênant, qu'il était difficile de l'aborder de front. Donc le passage par la culpabilité de l'autre permet de revenir sur son propre passé. Ne permet pas de le taire, mais permet de revenir sur son propre passé. On va voir maintenant les actualités anglaises, où des bombardements qualifiés par les Allemands de criminels vont s'opérer, et nous parlerons tout à l'heure de la façon dont d'autres culpabilités sont abordées par d'autres nations. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. In the daylight hours, fortresses of the 8th United States Air Corps set off to light the fires in Germany and occupied Europe. Fires which will be stoked by the heavy bombers of the RAF by night. The reciprocal Allied plan, which forms the basis of the round-the-clock air offensive. We are over much-bombed Ham during a recent raid. Target number one in a series of revealing pictures taken by newsreel cameramen flying on operations. The nerve centers of Western Germany suffer severe blows during these high-precision attacks. Down below you see Wilhelmshaven. A shell burst just below the camera hatch partly blew off one of the doors of the hatch, but the veteran newsreel man got his pictures just the same. Now study a still photograph of Fegesack, an important shipbuilding center near Bremen. Here's the target, a power plant and U-boat construction yard. It was 42 degrees below zero on this trip, which took unescorted fortresses and liberators on their deepest penetration into Germany to date. Through large gaps in the clouds, the bomb aimers pick out their target. As the bombs are released, we're going to show you the arrow-pointed path of some heavyweights going down. The Fegesack raid has been officially described as one of the largest, heaviest, and most effective American attacks carried out. The end of a record-making and highly successful expedition. Planes of the squadrons which took part show their scars. Several fortresses made amazing homecomings considering the condition they were in. All the more credit to the flying abilities of their pilots and the standard of construction of their aircraft. Stories of success are best told by the men who make them. How would you estimate the results? Were they fair, poor, good? Well, there was a break in the clouds right over the target, and I saw some of the bombs hit, and they seemed to be very good. What effect do you think the weather had on your bombing? Well, for one thing, we could see the target clearly. We came in from the IP, and we could observe the target a long time before we got to it. How many bursts you let them have? Oh, about 5. 5. What happened to them? Well, it just went spinning down.
Went into a full spin, didn't he? He turned off and went under the tail. Anybody confirm that? Tail gunner could see that very plainly. One more day in the busy life of the 8th Air Corps. Over the billowing cloud banks to Rouen, 80 miles northwest of Paris. The spot which is receiving attention at the moment is the railway yards, a network of lines and a key point in the German-controlled French railways. The bombers leave Rouen not as they found it. The transport by rail of Nazi supplies and stolen property has been halted. In other words, there's a row on the line. Prelude to the Battle of the Marais line. The restless business of supply, the massing of stores and equipment. The 8th Army prepares for another glorious feat of strength and strategy, another brilliant conquest. Progress is governed by the maintenance of supplies. Behind the spearhead of attack is the RASC, filling the dumps with ammunition brought by road and sea. With petrol, thousands upon thousands of gallons for the tanks and lorries with their insatiable thirst. Looking after thirsts is a naffy job, too. I don't mind if I do. An anti-tank battery versus a flock of German Mark III specials. The gunners were responsible for knocking out 5 and turning back the others. Here's a direct hit on one of the tanks, which credited the gunner with a score of 2.5 kills. The mounting of terrific air support had a decisive effect on the battle. Boston's returned from pounding the Marais line. Hull down behind natural cover, 25-pounders mounted on Valentines supply the answer to the call for more fast-moving artillery. You've seen such men as these before, braving enemy mortar fire to sweep the mines from the path of our advance. To remove these favored weapons of the Africa Corps, they call in the Royal Engineers, brave men who let through their comrades, moving forward to prize out the Germans and Italians at the point of the bayonet. The tanks give the infantry a lift. The story of those bayonet charges has yet to be fully told, but we're going to show you one which the Gurkhas carried out west of Medellin. These sturdy little hillmen went over the top, brandishing their deadly kukris. When they got among the enemy, the Gurkhas cut them to pieces. Stuka dive bombers over Matamo, a Luftwaffe attempt to stem the tide. Here's another job for the engineers. Enemy tanks which have been knocked out are still valuable. They can be recovered at night and taken back to workshops. Within sight of the enemy, 2 sappers make a dash for the tank, carrying explosive charges to blow the German Mark IV into the nearest salvage dump. Now watch what happens. Just outside Fum-Tatooine, we met up with one of the first outposts of the Marais line, a concrete and steel blockhouse communicating with the main fortifications west. Part of the African Maginot, which proved as short-lived as the other French underground fortress did in 1940. The outflanking attack at El Hamar compelled Rommel to beat a hasty retreat from it. Monty visits the Gurkhas. The old firm has done it again, and all units of the 8th Army receive the Commander-in-Chief's thanks. Thinking of Rommel's neck, General? Cette façon de parler de Rommel est assez contradictoire par rapport à l'opinion qu'il a auprès des anglo-saxons, qui est une haute image valorisante. On dit de lui qu'il est chevaleresque, qu'il est aristocratique, et on raconte à son égard qu'il aurait envoyé des faire-part, des condoléances aux familles des adversaires qu'il aurait eu à affronter sur le combat. Or, l'image de Rommel étant aussi excellente, eh bien, les anglo-saxons ont cherché à atténuer cette image valorisante d'un adversaire que l'on avait à combattre pendant la guerre,
Et ce commentaire peut peut-être correspondre à l'atténuation d'une image qui était excellente. Or, il faut tout de même mentionner qu'en 1943, donc la même année, une année contemporaine à ces images, est réalisé un film par Billy Wilder qui s'appelle Les 5 secrets du désert, dans lequel le rôle de Rommel est assuré par Erich von Stroheim. Et ce que l'on raconte, alors même si l'histoire n'est pas tout à fait juste, elle a valeur d'évocation et elle traduit bien le sentiment, l'état d'esprit par rapport au personnage de Rommel. Eh bien, ce que l'on raconte, c'est que le fils de Rommel aurait félicité Erich von Stroheim pour son interprétation excellente et véridique du personnage. Donc cela confirme l'image excellente de Rommel auprès des anglo-saxons. Et qu'à partir de maintenant, on juge que ça suffit comme ça. Voilà. The Royal Air Force celebrates the 25th anniversary of its foundation by mounting guard at Buckingham Palace. A detachment of the RAF regiment, headed by their band, marches to the palace, where for 48 hours it takes up station as the King's Guard. Though this is the first occasion on which the RAF has mounted guard at the palace, we recall the occasions when its aircraft have defended it from attack. The regimental guard is now passing through the main entrance into the palace forecourt for the changing of the guard. The usual crowd of sightseers lines the palace railings to see the Coldstream Guards hand over to the relieving guard. The King and Queen watch the ceremony as the sentries take up station. Air Chief Marshal Sir Charles Portal and Sir Archibald Sinclair head a long list of high officers attending this signal honor conferred upon the young regiment. The excellence of the regiment's appearance calls for the highest praise. A particularly impressive moment occurs when the RAF Guard come to the salute as the Coldstream Guardsmen march from the palace forecourt in slow time. Later the same day, the RAF pays tribute to the memory of the fallen, those who made the supreme sacrifice in this and the last war. Sir Charles Portal places a wreath at the foot of the cenotaph, where the RAF ensign flies for the first time. A day of glorious remembrance in which those who went before share the honors of today. Mr. Dalton, President of the Board of Trade, says that men are too conservative in their dress in wartime. Spats, collars, ties, and so on only use up valuable coupons, and according to Mr. Dalton, could very well be dispensed with. He says that women have really taken to utility clothing, and that men might go one better. Peeping into the future, we see the well-dressed man in full Dalton summertime kit. Open neck shirt, no old-school tie, no socks. Why, if we go on like this, the V for Victory sign will show up in all sorts of strange places. The Shipsaw Dam, Quebec, a great hydroelectric project which, when finished, will develop 1.5 million horsepower for the production of aluminium. $100 million is being spent in the construction of this great Canadian power plant. Dynamite blasts deep into the solid rock. Harnessed water will produce electric power to make 750 million pounds of aluminium.
That amount of metal in terms of aircraft is something to think about. One day, maybe, it will have something to do with the making of saucepans. Riverboats ply the waterways leading into the sweating interior of Arakan province. Pictorial news from Burma, where a cameraman stationed near Mayu and operating with General Wavell's army turns his camera on British and Indian troops disembarking from sampans on their way to the front. The carrying of supplies creates a demand for manual labor. There are colored boys out east willing to lend a hand and a shoulder. Innumerable rivers, inlets, and waterways impose a heavy strain on communications, part of the burden of fighting the Japs in Burma. Local police return to the reoccupied areas won back from the Japanese. It's a war unto itself on this Arakan front. Constant patrolling is called for, even along the smooth beaches which fringe the Mayu Peninsula. Jap snipers are still about. In the hill country known as the Arakan Yoma, jungle fighting is the lot of men now acclimatized to the hardships of tropical warfare. Just how tough they are can be gauged by these couple of old sweats with a fag end between them. More often than not, they don't see their enemy. They fire at sound, and they're pretty darn quick with the trigger finger. Smoke hangs over the dark green tangle of the Burmese no man's land. On the Arakan front, you'll find a strange collection of men, but as hardy and as fine as they make them. Les Anglais ont mené cette offensive en Birmanie, d'abord pour défendre l'Inde, bien sûr, mais ensuite et surtout pour montrer aux Américains qu'ils continuaient à prendre leur part dans la lutte contre les Japonais, parce que certains Américains, les amiraux notamment, les soupçonnaient de vouloir leur laisser ce champ de bataille. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est que les Birmans, maintenant, aident les Anglais à chasser les Japonais, ce qui est totalement nouveau, parce qu'au départ, les Birmans, qui étaient très hostiles à l'occupant anglais, bien sûr, avaient fait la fête aux Japonais. Il y avait eu un gouvernement qui s'était constitué de collaboration, mais de collaboration sympathique. Or, la cruauté des Japonais en Birmanie contre ceux qui n'obéissaient pas aux ordres a été telle, et la rigueur de ce régime telle, qu'en quelques mois, les Japonais ont retourné toute la population contre eux, en Birmanie, ce qu'ils ont fait aussi d'ailleurs aux Philippines et ailleurs, ce qui a témoigné de leur incapacité, en quelque sorte, à créer cette grande zone de prospérité dont ils rêvaient. Et depuis, les séquelles demeurent, et le sentiment de la culpabilité japonaise commence à naître dans ces pays-là. Les Japonais savent qu'ils sont mal vus partout. Heavy are the blows being dealt from the skies over Europe. During a week of intense air activity, a large force of U.S. fortresses swept over Billancourt, a suburb of Paris, and released a heavy weight of bombs on the Renault works bordering the River Seine. A factory shackled to the Nazi war machine has its fetters broken. The target was heavily and accurately bombed and left on fire. So goes the communique, and the official newsreel pictures bear this out. Within record time of the raid taking place, this camera testimony to the effectiveness of the raid was available for the screen. Full combat reports had not then been assessed, but the returning Americans made an initial estimate of 25 enemy fighters destroyed on the return trip. It was another day out for the B-17. Béatrice Villatte, on vient de dire que c'est seulement aujourd'hui, 50 ans après, qu'au Japon commence à naître un sentiment de culpabilité pour certains crimes commis dans les territoires occupés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'Allemagne. Mais aux États-Unis, comment ça se présente ? Bien, aux États-Unis, la culpabilité à l'occasion de cette guerre, le sentiment de culpabilité partagé par les Américains pour la Seconde Guerre mondiale ne sera que très tardif. En 1945, les Américains ont une telle confiance en eux-mêmes, une telle foi par rapport à la victoire à laquelle ils ont participé, que le sentiment de culpabilité n'émerge pas.
La bombe atomique, l'explosion de la bombe atomique ne suscite que très très peu de remises en cause, que très peu de critiques dans la presse. La presse est enthousiaste devant cet acte qui signe la fin d'une guerre qui était meurtrière. Il y a un discours de Truman, son premier discours présenté juste après l'explosion de la bombe, qui est significatif de cet état d'esprit, parce que Truman déclare dans ce discours que l'explosion est lourde de conséquences, que la bombe atomique est un outil qui ne doit pas être entre toutes les mains, et que les Américains doivent être les dépositaires de cette bombe et les dépositaires du monde libre auquel correspond la bombe. Donc le président Truman dit, en filigrane, dit nous pouvons posséder la bombe. Parce qu'on a la morale. Mais, voilà, parce que nous avons la morale, parce que nous avons le bon droit, mais peu d'autres pays peuvent partager ce privilège. Alors en Russie, parce que les Russes ont commis des crimes aussi, d'ailleurs bientôt on va voir les fameux crimes de Katyn, les Russes ont mis beaucoup de temps à reconnaître leurs propres crimes et à se sentir coupables. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bien sûr, comme c'est eux qui ont eu le plus de victimes, qui ont connu le plus de massacres, c'était difficile de se sentir responsable et coupable de crimes quand soi-même on en a été la victime, ce qui n'avait pas été le cas des Américains. Ça s'est produit récemment, bien sûr, où Katyn a été reconnu et où bien d'autres crimes commis par les Soviétiques ont été reconnus et où ils commencent à culpabiliser. Mais alors ce qui est intéressant en URSS, c'est que les Russes essayent de déplacer, au fond, la responsabilité. Ils ont dit les crimes de Staline, d'abord. Bon. Puis après, ils ont dit, pendant longtemps, les crimes de Staline. Puis les crimes du parti. Puis les crimes, au fond, de Lénine qui a fondé le parti. Ça s'éloignait. Et jamais la société. Comme si ce n'est pas la société qui, au fond, avait construit le communisme, avec Lénine, les soviets, etc., comme si la société était innocente, n'est-ce pas? Et ça, c'est une tentation qu'ont beaucoup de peuples de rejeter sur leurs dirigeants, au fond, les crimes auxquels les sociétés ont participé. Et c'est peut-être finalement en Allemagne que les Allemands ont gardé le plus longtemps pour leur fureur bien-aimée une foi qui fait qu'ils n'ont même pas voulu reconnaître qu'Hitler était coupable, non? Comment ça se présente en Allemagne, ce rapport entre la société et leur chef? Oui, c'est vrai que l'image du Führer, cette image paternelle du Führer, a pesé très longtemps sur la conscience que les Allemands ont pu avoir de leur propre culpabilité, de leur propre responsabilité. D'autant plus qu'ils ont considéré les Alliés et l'occupation comme un message de propagande équivalent à celui qu'ils ont pu recevoir pendant la période hitlérienne. Donc ils ont eu du mal à admettre, à faire une reconversion et à dire que le passé pouvait poser problème et que le présent était envisagé sur un autre plan. Mais là où je retiendrai ce que vous avez dit à propos des Soviétiques, c'est qu'on a ce même transfert. Plutôt que d'admettre la culpabilité allemande, eh bien, on est passé par le transfert envers la culpabilité des autres. Et c'est souvent cette culpabilité d'autrui qui a permis d'atténuer la responsabilité que les Allemands pouvaient rencontrer par rapport. Ou alors, quand ils parlent de leurs crimes contre les Juifs, etc., les massacres, les Allemands ont tendance à insister sur le fait que ces crimes étaient commis secrètement, qu'il y avait une sorte de tabou, on ne devait pas dire ce qu'on faisait de ces trains de déportés, etc. Alors, dire que ça a été fait secrètement, comme si c'était très mal que ce soit secret, c'est une manière de dire qu'on n'est pas au courant, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, on sait maintenant qu'il y avait au moins 330 000 personnes directement concernées par la plupart des crimes commis, indépendamment des exécutions, n'est-ce pas, qu'on a vues dans les pays de l'Est, et qui s'ajoutent aux crimes intérieurs, si j'ose dire. Oui, et c'est là où on peut faire une distinction entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande à propos de cette reconnaissance des crimes hitlériens. C'est qu'effectivement, c'est le secret qui va permettre d'atténuer la responsabilité par rapport aux crimes à l'encontre des Juifs. Et du côté de la République démocratique, c'est au contraire le fait que le crime du Juif va se fondre dans les autres crimes commis par les nazis. Donc le résultat sera que le crime à l'encontre du Juif n'est pas un crime spécifique. On a enfermé et exécuté des résistants communistes, des tziganes, donc il n'y a aucune spécificité du Juif et du crime à son encontre. Ce qui est une façon d'exorciser le nazisme. Merci Béatrice Vilatte.
votre livre sur la culpabilité va sortir bientôt, nous le lirons. La semaine prochaine, c'est sur un autre thème que nous aurons à parler, puisque nous verrons les actualités allemandes et françaises.